le sujet, enfin la question d'aujourd'hui, ça va être un peu de, comme d'habitude, d'avoir une analyse critique sur tout ce qui se fait, tout ce qui se dit autour du CBD. Il faut, dans ce cadre, toujours garder en tête que il y a un vrai sujet sur le cannabis récréatif. Il y a un vrai sujet sur les personnes qui constituent le marché du CBD, qui viennent essentiellement, enfin qui venaient essentiellement du cannabis récréatif. Il y a beaucoup de nettoyages qui se sont opérés dans les années précédentes et qui s'opèrent encore maintenant pour finalement ne garder que des gens professionnels, on va dire, et sérieux. Donc, du coup, il y a beaucoup d'informations qui ont été divulguées, enfin, produites sur Internet, qui sont biaisées, tordues, enfin, mais de manière à écraser le marché, parce qu'on savait qu'avant, les gens ne faisaient pas toujours très bien les choses. Donc voilà, ce préambule étant dit, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, on va aborder plein d'aspects. Donc, n'hésitez pas si vous êtes perdu ou si c'est compliqué, enfin, à me le signaler. Et pareil, encore une fois, si vous avez des questions. Donc, quand on parle de… Et là, je vais axer que mon discours sur le CBD, pas sur les autres cannabinoïdes, parce qu'en fait, on a très peu d'informations. On a des informations sur le THC, mais sur les autres cannabinoïdes, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, sachez que les récepteurs sont assez similaires. Après, c'est une question d'affinité de la molécule pour ce récepteur qui fait que ça va un peu varier les choses. Donc, en termes d'interaction médicamenteuse, d'abord, le premier truc qu'on doit signaler, c'est que entre les récepteurs, enfin, pardon, le CBD peut avoir des interactions avec les récepteurs opioïdes, les récepteurs GABA, les récepteurs de la sérotonine. Et ce qui a été dit notamment en 2021, il manque un par Cital, c'est que ça nécessitait un ajustement posologique. Donc, allons dans le détail de ce point-là. Alors, tout d'abord, par rapport aux récepteurs opioïdes, en fait, on a très peu d'informations, mais ce qui est en tout cas très concret et ce qui a été assez peu mis en valeur, c'est que vous voyez sur ce schéma-là, on montre les récepteurs CB1, on montre une fois le récepteur CB2 pour illustrer le fait que les récepteurs cannabinoïdes, CB1 et CB2, peuvent se dimériser avec d'autres types de récepteurs. Alors, par exemple, les récepteurs opioïdes, les récepteurs sérotonine, les récepteurs dopamine, les récepteurs adénosine, etc. etc. Donc, vous voyez, déjà, ça vient un peu complexifier les choses. Et par exemple, l'un des modes d'action du THC sur le côté des effets antidouleurs, c'est par exemple que effectivement le récepteur CB1 se dimérise avec le récepteur mu, opioïde mu. Et c'est tout ce qu'on sait. Donc, à partir de là, pour le moment, on ne peut pas trop juger d'une interaction médicamenteuse. Par rapport au récepteur GABA, alors oui, vous voyez, comme je l'ai illustré, le récepteur CB1 est un récepteur qui va induire le relargage de GABA. Pour autant, quand on commence à considérer où sont les récepteurs CB1, par exemple, et du coup se dire, dès que je vois un récepteur CB1, mon THC, mon CBD, mon CBG, ce que vous voulez, peut potentiellement interagir avec ce récepteur, donc il faut que je regarde partout là où ils sont. En vrai, ils sont quand même partout dans l'organisme. Donc déjà, on complexifie encore un peu plus les choses. Donc là, je vous ai indiqué un schéma qui date de 2017 qui illustre par exemple la synapse glutamate avec le récepteur NMDA, sans aller dans le détail. Et puis là, je vous ai trouvé d'autres types de schémas, l'un de 2010, l'autre de 2023. Le premier qui montre bien que le récepteur CB1 est un peu à tous les étages du circuit finalement de la satiété.
Bon, difficile de se dire qu'on va moduler, enfin qu'on va avoir une interaction à un moment ou à un autre. Et puis, nouveauté aussi, il faut savoir que le récepteur CB1 a été identifié dans la mitochondrie au niveau, vous savez, de la chaîne respiratoire. Ces effets sont encore assez peu connus parce que la dernière publication date de 2023, mais c'est, voilà, complexité, difficile de faire la part des choses. Sur, du coup, les récepteurs GABA qui interagissent avec les récepteurs CB1. Sur les récepteurs 5-HT, alors, ce qu'on dit, c'est que le CBD, par exemple, est un agoniste direct du récepteur 5-HT1A dans la zone grise périaqueducale dorsale, bon, et que ça peut être une manière d'expliquer l'activité du CBD sur le stress. Ok, d'accord, mais c'est pas, de mon point de vue, l'action majeure du CBD dans son effet anxiolytique. C'est vraiment l'inhibition de la FAH qui permet d'augmenter les niveaux d'anandamide. Bon, il est donc décrit une interaction théorique si on a des doses élevées d'inhibiteurs de recapture de la sérotonine, donc par exemple de fluoxétine, et on pourrait avoir vous savez, un syndrome sérotoninergique. Bon, mais aucun cas n'a été signalé pour le moment, et voilà, c'est une crainte. Autre point, il est décrit aussi que le CBD aurait un effet modulateur allostérique négatif sur le récepteur 5-HT2A et donc qui serait responsable d'effets antipsychotiques. Bon, pourquoi pas. Alors, vous voyez, 5-HT1A, 5-HT2A, en fait, il y en a plein des récepteurs 5-HT, mais beaucoup, comme je vais le dire plus tard, et ils sont répartis à différents endroits dans le cortex. Alors, ils peuvent avoir une action sur le bien-être, une action sur l'apprentissage ou la socialisation, une action sur la douleur neuropathique, et on se rend compte, quand on commence à creuser, qu'il y a d'autres molécules dont on ne se méfie pas, qui sont aussi actives sur ces récepteurs, notamment le midazolam ou la mirtazapine. Mais ça, vous voyez, on n'a jamais creusé finalement. Et par ailleurs, comme je vous le disais, vous voyez, il y a 15 récepteurs sérotoninergiques qui sont répartis en 7 familles et 3 autorécepteurs. Donc, on est quand même sur beaucoup de familles. La fluoxétine, si elle ne se fixe pas sur le récepteur 5-HT1A parce que ce récepteur serait déjà pris par le CBD, elle a au moins 4 autres récepteurs sur lesquels elle peut se fixer. Et d'une part, et d'autre part, on se rend compte quand on commence à étudier tout ce qui est système endocannabinoïde et système neurologique qu'il y a une forme d'accommodation de l'organisme qui fait que s'il y a un phénomène de comblement des récepteurs, l'organisme augmente la fabrication de ces récepteurs. Donc, il y a une surexpression des récepteurs, un peu de manière naturelle pour compenser ce surcroît de molécules exogènes. Donc, pareil, par rapport au récepteur 5-HT, ok, il faut être prudent, mais c'est quand même pas très significatif. Par rapport maintenant au CBD versus les traitements antiépileptiques. Alors, au cas où vous ne le savez pas, le CBD est vendu sous forme d'isolat, je crois, sous le nom d'Epidiolex, et c'est un traitement en santé humaine contre l'épilepsie sur les formes graves, notamment d'épilepsie. Et ce RCP de Epidiolex est particulièrement intéressant à regarder parce que il indique beaucoup de choses en fait sur le mode d'action du CBD sur l'épilepsie. Et ici, je vous ai retranscrit un schéma qui me semblait intéressant pour nous parce que sur ce schéma, on voit les récepteurs sur lesquels agissent les molécules qu'on utilise en santé animale. Donc, zinazémide, on l'utilise très peu, la phénitoïne aussi, mais phénobarbital, bromure de potassium, imépitoïne et diazépam, on les utilise, phénobarbital et lévétiracétam. Et vous voyez que le CBD, par rapport aux molécules qu'on utilise fréquemment,
interagit sur d'autres récepteurs, notamment GPR55, ENT1 et TRPV1. C'est ces récepteurs-là qui sont mis vraiment en avant dans le RCP d'Epidiolex. À noter aussi qu'il y a une flèche vers le récepteur GABA, mais confère ce que je viens de dire plus haut, c'est quand même pas extrêmement significatif. Il y a quand même une étude, donc action complémentaire du CBD sur les autres molécules antiépileptiques que vous pourriez utiliser. Ça, c'est un premier point à garder en tête. Une autre chose à signaler, c'est que il a été publié un article en 2019 qui mettait en garde sur l'usage donc des phytocannabinoïdes en même temps que les benzodiazépines à cause de l'action directe du coup sur le récepteur GABA. Et il préconisait du coup de revoir la dose de benzodiazépine si on ajoutait ces phytocannabinoïdes. Mais vous voyez que dans le mélange qui avait été étudié, il y avait du THC, donc c'est difficile de se projeter sur un CBD seul. Par ailleurs, chez le chien, on a la chance d'avoir quand même une publication sur 9 beagles qui a montré, j'ai pas noté, ah oui, c'est 2022, on le voit pas bien, Doran en 2022, qui a montré qu'en fait, le fait d'ajouter du CBD à un traitement au phénobarbital ne change rien à la pharmacocinétique du phénobarbital. Donc, et la conclusion en fait de cette publication disait que l'augmentation de la dose de CBD ou l'ajustement du phénobarbital chez le chien n'est pas recommandé sur la base des résultats de cette étude. Voilà l'autre point en fait objectif que je voulais vous signaler. Donc là, on a fini sur le côté épilepsie. Maintenant, je voulais quand même parler de la gabapentine parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très intéressant, cette association CBD-gabapentine. Et personnellement, je la conseille souvent. Pour rappel, la gabapentine, on commence à comprendre son mode d'action. Donc, elle agit sur les canaux calcium voltage dépendants en activant une protéine G qui stimule la voie noradrénergique descendante. Bref, avec une action, enfin, c'est ça qui expliquerait son action antalgique. D'une part. D'autre part, elle majore l'action inhibitrice du GABA, mais sans pour autant être un substitut du GABA. Enfin, on n'a pas bien compris exactement comment ça fonctionne. En tout cas, cette analogie avec le GABA expliquerait l'activité antiépileptique. Vous savez que chez l'homme, on utilise la gabapentine comme antiépileptique. Et la synergie entre CBD et gabapentine expliquerait peut-être une sédation plus élevée qui serait liée à la gabapentine. Toujours est-il qu'en 2019, il a été montré qu'il y avait une vraie potentialisation entre les phytocannabinoïdes et la gabapentine. Et donc, ça permet finalement, sur un CBD de bonne qualité, évidemment, qui n'entraîne pas d'effets secondaires, comme on le verra plus tard, de diminuer les doses de gabapentine et d'avoir une vraie alchimie. Ce qui fait que, pour parler concrètement, quand moi j'ai un animal arthrosique, par exemple, où je veux gérer la douleur en tout cas, ben, quand je me dis le CBD ou le CBG, ça ne va pas suffire, j'ajoute la gabapentine en plus, en second temps, à des doses évidemment antalgiques, 5-10 mg kilo. Et si possible, évidemment, j'ajoute au CBD du CBG. Sinon, le CBD a une action assez modérée finalement sur le côté antidouleur par le côté anti-inflammatoire. Si j'ai un animal qui est hyper stress, alors bon, c'est vrai que quand on veut manipuler un chat en consulte, de la GABA, c'est tout de suite plus facile. Hein. Mais si je veux renforcer, si je commence par utiliser un CBD dominant, dans ce cas-là, je peux renforcer les effets avec de la gabapentine. Voilà. Et là, sur une dose anxiolytique, donc un peu supérieure, 10 à 20 mg kilo. Donc voilà, franchement, moi je l'utilise très souvent et je peux que vous recommander d'essayer. Et à vous signaler également que dans les quelques études qui ont été menées chez le chien sur la douleur en utilisant, enfin les
étudiant pardon, les effets antalgiques du CBD, assez souvent, finalement, naturellement, on en vient à utiliser de la gabapentine en plus. Et là, il y a alors 2 cas cliniques qui sont rapportés. À chaque fois, il s'agit de situations de cancer. Et à chaque fois, on a rajouté de la gabapentine et on s'est dit, bah, ça, ce mélange-là, CBD, gabapentine, c'est quand même le meilleur mélange. Et moi, je suis une chienne qui est grabataire et pour ces exercices d'assouplissement, le meilleur mélange, c'est CBD, CBG et gabapentine. On a eu beau essayer tous les opioïdes possibles, tous les autres antalgiques, en fait, rien n'y fait. Il n'y a que ça qui la soulage. Donc voilà, moi, j'y crois vraiment. Un autre point que je voulais vous signaler dans les interactions médicamenteuses, c'est le CBD et le propofol. Alors, on a une étude récente, là, la date n'apparaît pas, mais ça doit être 2023, qui a étudié la dose de propofol à utiliser quand on mettait du CBD en pré-anesthésie. Donc, vous voyez, il était quand même sur du full spectrum avec quand même une dose de THC non négligeable parce que, en fait, c'est une étude brésilienne. Et il montrait que, vous voyez, à 6 mg kg d'un CBD full spectrum, on utilise 23% en moins de propofol. Et en étudiant cette publication, j'ai du coup un peu creusé sur le propofol, que je pensais être une molécule assez safe, en fait, sécuritaire. Faut savoir qu'en santé humaine, il est décrit un syndrome de perfusion du propofol. C'est-à-dire que quand on met les gens sous propofol pendant 24 à 48 heures, on a des vrais effets secondaires avec des lésions encéphaliques sévères. Donc, c'est pas une molécule si anodine que ça. Voilà, bon, juste... je ferme ma parenthèse. Donc, en vrai, le CBD, alors je connais des cliniques qui utilisent le CBD en prémédication, hein, et pour avoir des réveils plus tranquilles. Et je pense qu'en effet, le CBD peut tout à fait s'insérer dans le cadre d'une analgésie, anesthésie multimodale sans aucun problème. Et encore une fois, sans plus d'effets secondaires. Alors, comme je vous disais en préambule, une fois qu'on a vu qu'il y avait des interactions avec tel ou tel récepteur, il y a eu toute une vague de communication par la NSM sur des cas d'interaction entre des médicaments et le CBD. Alors évidemment, quand on lit le truc comme ça, on se dit « Ouh là là, c'est dangereux ». Et puis quand on creuse, bah, une fois de plus, c'est l'éléphant qui accouche d'une souris. Je m'explique. Donc 58 cas graves rapportés entre 2017 et 2023. Entre 2021 et 2022, notamment 4 cas graves d'interaction avec notamment de la warfarine, du tacrolimus et de la méthadone. Bon, méthadone, on l'utilise un peu, les deux autres, je crois pas vraiment. Vous me direz si je me trompe. Mais le sujet, quand on creuse encore, par exemple, il y a une publication récente qui a rapporté cette interaction sur une jeune fille de 13 ans qui avait un cancer métastatique, évidemment géré de manière palliative avec de la méthadone. Et il s'est trouvé que la jeune fille avait reçu du CBD. Alors, on ne sait pas trop quel mélange de CBD, hein, c'était du CBD, du THC ou pas, mais elle a eu donc des signes de surdosage en méthadone. Voilà, bon, après, ça rentre dans l'ordre une fois qu'on arrête ou qu'on diminue les doses de CBD. Mais vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas des comas ou que sais-je, c'est sédation, myosis. Donc, à ce jour, la NSM a publié une première liste non exhaustive des interactions possibles avec le CBD. Alors, je vous ai cité les principaux qu'on utilise nous, mais vous voyez, il y a même cité le millepertuis, l'oméprazole, donc le propofol, j'en parle plus, la méthadone, la morphine, le tramadol, et puis toute une palanquée d'autres familles médicamenteuses. Quand on creuse encore une fois sur ce que dit la NSM et qu'on va un peu à la source, à chaque fois, l'interaction, enfin la conséquence, c'est d'avoir une diminution de l'efficacité du CBD, parce qu'on a pu tester justement ces interactions médicamenteuses avec de l'Epidiolex. Donc, diminution de l'efficacité du CBD. Donc, en vrai, c'est un non-sujet.
Alors, ils disent encore les signes cliniques à surveiller, l'apparition d'effets secondaires, la sensation que le traitement agit différemment, bon, l'apparition de nausées, vertiges, somnolence, fatigue, maux de tête. Oui, 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 ils le disent bien ça et c'est vrai, mais la MILDECA, qui est en fait une instance qui s'occupe des drogues et de régulation des drogues, qui travaille avec comment dire, la police, la justice et la NSM. Elle précise que en fait, ces effets secondaires ne peuvent survenir et ne sont survenus que quand on était sur des produits qui contenaient du THC à des taux supérieurs aux taux légalement autorisés, à savoir 0,3%, ou bien des cannabinoïdes de synthèse. Et là, il y en a une flopée. H4CBD, HHC sont des molécules qui sont, enfin, dont on a entendu parler à la télé, mais il y a H2CBD, HHCO, HHCP, THCP. Enfin, vous comprenez bien que les gens qui sont dans le milieu de la drogue, une fois que le H4CBD et le HHC ont été interdits, ils ont cherché à sortir d'autres molécules. Et alors, enfin, il y en a une qui s'appelle, je crois, pète ton crâne ou un truc comme ça. Évidemment, ces molécules sont ultra dangereuses, donc il faut faire très très attention et il faut vraiment mettre en garde la population sur l'utilisation de ces produits-là. Produits qui parfois passent de manière invisible, c'est-à-dire qu'on achète, enfin, les gens achètent des fleurs de CBD en CBD shop et il se trouve que par-dessus, pour augmenter les effets, on vient s'empoudrer soit du CBD en isolat, soit ces types de molécules. Ce qui vient, enfin, et là, les gens peuvent finir à l'hosto sans aucun problème. Donc, encore une fois, la provenance des produits qui sont utilisés est absolument fondamentale. Oui, sur le site de la Sécurité sociale, effectivement, hein, il rapporte encore une fois des effets secondaires. Mais quand on regarde sur Rappel Conso ce qui a été retiré du marché, encore une fois, on va trouver des produits qui contiennent du THC ou qui contiennent des molécules synthétiques. Ou alors à des taux genre 32%, enfin des taux très très élevés. Normalement, je dirais qu'il y a un consensus non officiel qui interdit les producteurs de vendre des produits qui contiennent plus de 20% de mélange de phytocannabinoïdes. Donc un 32%, évidemment, ça a attiré l'attention des autorités. Voilà, alors il y a un sujet sur le cytochrome P450 dont vous avez pu entendre parler. Pareil, il faut un peu creuser pour comprendre ce qui se passe et nous voir comment on l'utilise en santé animale, ce point-là. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai repris le RCP de l'Epidiolex qui est quand même super intéressant. Alors, Epidiolex, en fonction des pays, il prend un Y ou un I, donc ça dépend où vous allez regarder le RCP. En tout cas, il est décrit dans ce RCP que le CBD est un puissant inducteur du cytochrome, de l'isoforme du cytochrome P450, à savoir le CYP3A4, et que, les puissants inducteurs du cytochrome 3A4, tels que la carbamazépine, le mitotan, le millepertuis, et les puissants inducteurs du cytochrome de C19 tels que la rifampicine administrée concomitamment au CBD peuvent diminuer les concentrations plasmatiques du CBD. Vous voyez, on retrouve la même notion et donc il faut adapter dans ces cas-là la dose d'Epidiolex pour le cas de ces gens épileptiques très gravement. Et donc, le cannabidiol est largement métabolisé par le foie, par les enzymes du cytochrome P450 et les enzymes UGT. UGT, je ne vous en parle pas plus parce qu'on a vraiment zéro information là-dessus. Sur le cytochrome P450, on décrit, enfin, on cite notamment le 2C19, le 3A4 et également démontré in vitro le 2B6. Bon, c'est un point intéressant à avoir en tête et c'est pour ça qu'il a été maintes fois dit attention, cytochrome P450 et CPT, ça va pas du tout, ça tue les foies, enfin bon, complète élucubration, là encore une fois. D'autant qu'on a la chance d'avoir une thèse vétérinaire qui a étudié les analogies entre les cytochromes P450 du chien
Et, et les analogies entre les isoformes du cytochrome P450 chez le chien versus celles chez l'homme. Et vous voyez dans le tableau, on retrouve 60, 70, 75, voire 79% d'homologie, mais on n'est jamais sur 100%. Donc, en vrai, le chien n'a pas les mêmes isoformes et quand c'est les mêmes isoformes, il y a une différence de conformation qui fait que ça rend encore le plus de brouillard sur une interaction potentielle et des effets secondaires liés à cette action du CBD sur le cytochrome P450. Je rentre pas dans le détail, mais vous voyez, faut un peu prendre du recul avec tout ça. On va dire néanmoins que le seul truc à retenir, c'est quand vous utilisez des antifongiques, attention si vous utilisez du CBD. Voilà, moi je dirais à la limite ça c'est peut-être valable, mais j'ai jamais eu de retour de ce type-là, donc je pourrais pas vous dire si c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention ou pas. Et encore une fois, vous voyez, quand il y a une publication qui dit que le CBD inactive initialement au moins un isozyme du cytochrome P450, mais après un traitement de CBD répété, ben, on a un autre isozyme qui est induit. Donc, comme pour la fluoxétine, en fait, le corps s'adapte en fabriquant plus de molécules pour métaboliser les molécules exogènes. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de donner, je ne sais pas, 100 mg kg de CBD d'un coup sur un animal qui est déjà moribond. On ne parle pas de ça. Donc, vous voyez, deux poids, deux mesures. Les pales, je vous les noter en gros pour rappel, mais vous souvenez-vous que si vous avez une augmentation des pales sur une biochimie sur un chien qui reçoit du CBD, souvenez-vous que ce sont des pales d'origine osseuse. Et puis une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a mis le zoom sur le CBD comme étant potentiellement très très dangereux sur le cytochrome P450, je voulais quand même vous indiquer ce site internet qui est très très intéressant, fait par une université américaine et qui répertorie chez l'homme du coup, isoforme par isoforme, toutes les molécules médicamenteuses métabolisées. Donc le cannabidiol, c'est une molécule parmi tant d'autres en fait. Et mon tableau n'est pas complet, évidemment, ma capture d'écran ne prenait pas tout le tableau. Donc allez-y, voir par curiosité parce que c'est quand même vachement intéressant. On y cite également pour info la valériane et le millepertuis, et le jus de pamplemousse évidemment. Donc du coup, moi sur la phytothérapie, je suis un peu précautionneuse par rapport au millepertuis, mais peut-être que c'est exagéré. Vous voyez, j'aurais j'aurais une attitude plus prudente sur le millepertuis que sur le CBD. La seule contre-indication concrète relative du CBD, elle est là, elle est réelle, elle est documentée à de multiples reprises, c'est lors de périodes de reproduction. Donc surtout quand vous avez des animaux qui vont entrer en période de reproduction ou qui sont en période de reproduction ou qui viennent de mettre bas, essayez tant que possible de retirer le CBD. Parce que pour le coup, alors peut-être que les doses étaient ultra importantes, les doses utilisées dans ces publications pour démontrer ces effets, abortifs, étaient super grands. Vous voyez, là, je vois 125 mg kg. Mais néanmoins, par précaution, moi, je pense qu'il ne faut pas donner de CBD, que ce soit un bon CBD ou un mauvais CBD. Et vous voyez, là, il y a une publication en 2020 qui montre bien, encore une fois, que les récepteurs CB1 et CB2 sont partout dans le corps, à la fois au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire et au niveau du système, de l'appareil reproducteur chez la femme. Ce qui explique en fait les avortements précoces liés à de grosses administrations de CBD. Ce qui me fait penser à vous signaler que le CBG, plus que le CBD, est sans doute régulateur de l'axe corticotrope
Et pour ça, il faut au moins 15 jours, 3 semaines de prise de CBG. Alors évidemment, hein, on ne le donne jamais seul, le CBG, on le donne toujours avec du CBD. Mais ça fait partie des effets du CBG qui peuvent être intéressants à considérer quand on a, par exemple, un chien qui a pris trop de corticoïdes. Alors, je regarde, je vois que pour le moment, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas, parce que là, j'en suis à quasiment, enfin, à la conclusion. Donc, en résumé, par rapport à toutes ces interactions qu'on suppute, etc., attention aux amalgames, aux tentatives de manipulation. Le cannabis médical devrait arriver en 2026, enfin, va arriver en 2026. Les fournisseurs de cannabis médical sont en train de se positionner vis-à-vis de la France pour obtenir des autorisations. Donc, le truc semble bien s'emmancher enfin. Donc, on va avoir des communications. Attention, certaines seront vraies, certaines seront fausses, encore une fois, en fonction de là où on veut orienter les gens. Aucun effet secondaire, en tout cas, n'a été répertorié de mon côté. Et pourtant, des cas de prise de CBD, de CBG, j'en vois beaucoup. Et j'ai jamais pu vraiment dire que, enfin voilà, rapporter quoi que ce soit, y compris d'ailleurs sur des animaux en période de reproduction. Hein, j'en ai jamais entendu parler. Mais bon, nous on a mis on a mis en garde très très tôt. Gardez en tête que les extraits de chanvre, y compris quand il y a un peu de THC, sont sécures. Évidemment, si on met un THC à très haute dose avec pas assez de CBD ou des molécules synthétiques, évidemment, mon discours sera différent. Attention donc à la provenance, c'est-à-dire à la qualité des produits que vous pourriez utiliser pour vous à titre personnel ou votre entourage humain, j'entends, ou dans votre exercice veto. C'est très, très important de se rapprocher de producteurs qui travaillent vraiment bien. Donc, il y a des associations possibles et qui me semblent intéressantes avec la gabapentine, avec les opioïdes, avec les antiépileptiques, mais pas, enfin, des fois on me demande si on peut mettre CBD plus fluoxétine. Donc, vous voyez, dans ces 4 cas, gabapentine, opioïde, antiépileptique et fluoxétine, j'ai tendance à dire oui, associé, mais commencez avec des microdoses, 0,2, 0,5 mg kilo de CBD, parce que même si je vous ai dit qu'en fait, on avait jeté l'eau propre sur le CBD et qu'en vrai, on n'avait pas de preuves, bah, il faut quand même rester prudent, évidemment. Donc, 0,2, 0,5 mg kilo de CBD, vous augmentez la dose petit à petit. Le cas qui pose vraiment question, vous voyez, sur l'épilepsie, où il faut être vraiment incrémental et on a besoin du CBD pour juguler les effets et éventuellement indésirables du phénobarbital. Et sur la fluoxétine, moi je dis pas de CBD avec de la fluoxétine, sauf dans le cadre d'un sevrage où on augmente la dose de CBD petit à petit sur 3 semaines et on diminue la dose de fluoxétine sur 3 semaines également. À savoir qu'il y a quand même pas mal de propriétaires qui veulent plus de fluoxétine et qui veulent s'en séparer, d'autant qu'ils ne voient pas les effets de la fluoxétine. Donc voilà, moi je suis confrontée à ça beaucoup. Les opioïdes, j'en ai parlé, j'en utilise pas moi personnellement, très très peu dans ma pratique, le moins possible. Mais ça c'est peut-être parce que je suis trop vieille, mais donc du coup je pourrais pas vous donner un vrai feedback. J'aurais tendance à utiliser pareil des petites doses et puis augmenter petit à petit en fonction des cas. Et la gabapentine, je vous en ai parlé, c'est super à mon avis comme association. L'augmentation physiologique des pales, on en a parlé. Quid des ordonnances? Alors, j'ai pas fait de diapositive sur ce sujet-là en particulier, juste parce qu'il n'y a pas de consensus et j'arrive à rien avoir d'écrit pour finalement vous conforter dans un sens ou dans un autre. Moi, par précaution, quand je prescris, enfin je propose des aliments complémentaires, de la phytothérapie qui vient d'un labo tout fait, avec un mélange tout fait, ou un produit CBD, je ne le mets pas dans l'ordonnance, je le mets sur un document à part.
C'est une précaution, mais je sais, ça vaut ce que ça vaut. Je pense qu'il y a une tolérance sur les animaux de compagnie. Il n'y en a pas sur les animaux de production. Voilà. Et c'est là qu'il faut que vous mettiez une vraie frontière, en fait, en vrai. Voilà, ne vendez pas de CBD qui est enregistré comme un aliment complémentaire, évidemment, sinon on risque de vous taper sur les doigts. Ben, j'ai fini. J'ai fini. Donc, il y en a plein, je pense, qui savent déjà. Il y a le groupe WhatsApp Mycoveto pour ceux qui sont intéressés par la santé intégrative. En 2000, bientôt, d'ici 10 jours, on aura un webinar sur les glycosaminoglycanes fait par Romain Cristante. Il est top. Donc, je ne peux que vous engager à y assister. Et il va vous décrire de manière objective, en fait, ce qu'on peut attendre des gags. En 2026, je commence à préparer des sujets de webinars. Donc, il y aura des webinars sur les champignons, encore, des cas cliniques utilisant la mycothérapie. Et du coup, quand je vois qu'il y a des vétos qui ont des spécialités particulières, je sais pas, acupuncture, alors moi, je ferais peut-être un sujet sur la biorésonance, mais tout autre sujet, soins énergétiques, pourquoi pas, les algues, s'il y en a qui s'y connaissent en algues, n'hésitez pas à me dire que si vous êtes intéressé pour faire connaître, partager votre expertise, parce que c'est ça qu'on souhaite, ce vers quoi je souhaite aller dans le futur. On n'oublie pas les cannabinoïdes, mais tout le reste est super intéressant.